Là. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je vous avais annoncée il y a déjà de ça, j'ai un cheveu là qui fait je sais pas quoi. Pour une vidéo que je vous avais annoncée il y a déjà de ça quelques temps. J'ai été très débordée, puis il s'est passé plusieurs choses qui m'avaient dissuadée en fait de continuer à aborder ce genre de sujet sur ma chaîne et finalement je me suis dit que c'était une vidéo importante, une vidéo qui me tenait à cœur, une vidéo que j'ai pas vraiment vue sur les chaînes que je suis, et de plus de très gentilles et très intéressantes personnes m'ont envoyé leurs contributions pour parler en tant que personne non blanche de cette question du mot race. J'aurai des témoignages à la fin de cette vidéo pour vous donner également d'autres visions, d'autres opinions, quelques nuances et des choses assez intéressantes, et par respect en fait voilà pour leurs contributions j'ai décidé de faire cette vidéo même si je sens qu'elle va encore m'attirer pas mal de haine et d'ennui. Ce que je reçois étrangement assez souvent en ligne, à chaque fois que je mentionne des choses sur les blancs, sur les personnes racisées, sur les personnes non blanches, sur les inégalités en termes de pourquoi ils font des travaux pile quand je fais une vidéo, j'espère que vous l'entendez pas. Voilà, par exemple sur ma vidéo, typiquement sur ma vidéo pourquoi l'université est-elle blanche il me semble, j'ai reçu beaucoup de commentaires venant de personnes qui sont plutôt à droite de l'échiquier politique on va dire, et qui m'ont traité de raciste parce que je voyais les couleurs. Je reçois également des commentaires du genre le passe-temps favori des gauchistes, comptez les personnes non blanches. Alors, non seulement ces commentaires sont extrêmement malhonnêtes intellectuellement et en plus se moquent et tournent en dérision un sujet qui est extrêmement important et qui correspond à une réalité bien palpable et bien tangible, mais ils sont représentatifs également d'une pensée qui est partagée par une grande partie de la population, il me semble, même par des gens qui pensent bien faire. Ça rejoint quelque peu cette idée en anglais de color blindness, qui voudrait, en français pourrait être traduite par ne pas voir les couleurs, tout simplement, du genre mais je vois pas que t'es noir, je vois pas que t'es indien, je vois pas que t'es maghrébin, je vois pas que t'es arabe, je vois pas que t'es asiatique, je vois pas que t'es latino, je vois pas que t'es blanc, on est tous pareils parce qu'on est tous des êtres humains et c'est génial, aimons-nous les uns les autres. Alors oui, c'est super, c'est clair que c'est super de s'aimer les uns les autres, toutefois on peut s'aimer les uns les autres en voyant que cette personne est noire, que cette personne est blanche, que cette personne est hispanique, etc. Et non seulement c'est plus de l'amour lorsqu'on accepte et lorsqu'on prend en compte les différences et les particularités de chacun, mais c'est aussi extrêmement dangereux de prétendre ne pas voir ces couleurs parce que ces couleurs sont bien vues par la société. Alors, en France, les personnes nous disent souvent que ce concept de race, de racialité, d'ethnie, de personnes racisées, de personnes de couleur, il y a des tas de termes en fait qui reviennent et qui sont décriés par certains, qui sont adoptés par d'autres. Donc voilà, pas de jugement de valeur sur aucun de ces termes dans cette vidéo parce que vous pouvez très bien rencontrer une personne noire qui déteste le mot personne de couleur, mais aux États-Unis par exemple ou en anglais en règle générale on utilise people of color, et vous pouvez aussi rencontrer des francophones qui n'aiment pas le terme racisé, préfèrent personne de couleur. Vous pouvez rencontrer des gens qui comment dire, n'aiment pas utiliser le terme race et préféreront ethnie, d'autres personnes qui n'aiment pas ethnie, d'autres personnes qui préfèrent question raciale à racisme, etc. Beaucoup de choses. Donc on vous dit souvent qu'en fait c'est une interprétation valable uniquement aux États-Unis et qu'en France c'est quelque chose qui est totalement non pertinent et qui n'a pas sa place. Comme si la France était en fait un pays où le racisme n'existait pas, où les gens ne voyaient pas que les gens sont noirs, les gens sont arabes, les gens sont blancs, les gens sont maghrébins, les gens sont asiatiques, d'Asie du Sud-Est ou d'Asie plutôt Est. C'est faux. Les gens le voient aussi bien en France qu'aux États-Unis, et la France a bel et bien un passé, une histoire coloniaux, du coup, passé, histoire, coloniaux. La France traite toujours de manière assez inégale ce qu'on appelait auparavant les dom-toms et ce qui est maintenant les drom-com. Vous pouvez remonter pas très loin dans l'histoire et trouver l'Algérie, trouver le sort qui a été réservé aux Harkis, vous pouvez penser au régime de Vichy, vous pouvez penser au rétablissement de l'esclavage avec Napoléon, enfin bon bref, il y a beaucoup de moments dans l'histoire et encore de circonstances actuelles qui font que effectivement nous ne sommes pas considérés, nous ne sommes pas traités pareil en fonction de notre couleur de peau. Tout simplement. Et c'est pas parce que la loi est d'un certain côté désormais, un côté qui est effectivement le côté de peu importe votre couleur de peau, peu importe votre origine, peu importe votre sexe, votre genre, peu importe votre religion, etc. Vous devez être
libres et égaux devant la loi et devant le droit et devant l'État. C'est pas parce que la loi dit ça que c'est ce qui se passe en réalité. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de constater que nos sociétés sont basées sur une espèce d'idée d'universalisme, d'universel, et qu'à partir du moment où vous osez contester la théorie avec comme appui la pratique des faits, des statistiques officieuses, parce qu'en France il est interdit pour beaucoup de domaines et de questions de faire de vraies statistiques, les gens s'offusquent comme si c'était de mettre le mot sur une réalité qui était clivant et non pas cette réalité déjà existante. Et bien évidemment, la plupart du temps, les personnes qui s'en offusquent lorsque l'on parle de racisme, lorsqu'on parle de questions raciales, ce sont les blancs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas impactés par ces discriminations, par ces inégalités, par ces représentations, par ces stéréotypes et par cette imagerie totalement néfaste et dépréciative des personnes non blanches. Ce qui me semble très important de comprendre, c'est qu'il y a des discriminations, ou il y a en tout cas des constructions qui sont plus acceptées que d'autres. Par exemple, l'idée de classe est beaucoup plus acceptée par l'ensemble de la population, l'idée qu'effectivement il y a différentes classes sociales et l'idée qu'on n'est pas traité pareil en fonction de la classe dont on est issu, de la classe dans laquelle on opère, même si on est censé tous être libres et égaux, etc. Ça c'est beaucoup plus accepté. Pourquoi ? Parce que pour les personnes, il me semble, cette réalité des classes touche premièrement même ceux qui sont au-delà de l'aspect économique considérés comme d'habitude les dominants. Donc comme ils se sentent concernés, forcément ça les intéresse plus. Je pense que pour une autre partie de la population qui est beaucoup plus bienveillante et qui est en fait plutôt dans une forme d'ignorance, j'ai envie de dire, il me semble que c'est parce qu'on a totalement accepté l'idée que l'on ne naît pas intrinsèquement constitué, que c'est pas un constituant de notre identité, si vous voulez, en tant qu'être humain, d'être pauvre ou d'être riche à la naissance. Tandis que effectivement le genre ou le sexe ou la couleur sont des choses constitutives de notre identité et que donc c'est beaucoup plus difficile d'accepter que ces choses-là pourraient être source de discrimination, pourraient être étudiées sociologiquement, surtout pas dans une idée de on va l'analyser et voir quelle discrimination en découle. Et c'est l'incapacité en fait de comprendre que le genre est une construction sociale et que la race est également une construction sociale avant d'être, en tout cas dans les discours sociologiques et dans nos discours militants, c'est une construction sociale avant d'être même effectivement un mot qui peut renvoyer à groupe ethnique, qui peut renvoyer à origine, qui peut renvoyer à caractéristiques par exemple physiques telles que la couleur de peau, telles que le type de cheveux, etc. Parce que oui, la race est une construction sociale. C'est-à-dire que derrière ce mot race, il y a le fait que, par exemple, si vous êtes noir, va être, accolé à votre identité qui n'est pas juste une personne noire, mais va être accolé à votre identité tout un ensemble de préjugés, d'idées reçues, de représentations et de symboles. Qui ont été forgés par l'histoire et qui ont été forgés par une histoire qui est celle des dominants. C'est également un des points les plus importants, il me semble, c'est que les gens ont beaucoup de mal à accepter que l'histoire que l'on connaît, l'histoire qui est quand même majoritairement le matériau premier de notre identité en tant que nation, eh bien ce matériau, cette histoire est celle des dominants. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas exhaustive et elle peut être réévaluée, elle peut être modifiée, elle peut être questionnée. Remettre en question l'image que l'on a, la manière dont on a de parler par exemple de la ségrégation, du colonialisme, des découvertes, soi-disant comme la découverte de l'Amérique, discrimination, les violences, les dynamiques de pouvoir, tout ça réexaminé à notre époque et donc d'une certaine façon, en faisant cela, nous réévaluons l'histoire. Pour beaucoup de gens qui aiment cette histoire et qui sont habitués à cette image de l'histoire et donc à cette image de leur pays, c'est extrêmement violent et ils ne l'acceptent pas. D'autant plus que c'est souvent fait par une partie de la population qui est entre guillemets assez jeune et qui est issus non pas du groupe des dominants mais du groupe des dominés, c'est-à-dire par exemple des femmes, des personnes queer, des personnes racisées, etc. Il serait quand même assez incroyable d'imaginer que tout ce qui a constitué notre histoire jusqu'à présent n'existe plus à l'heure actuelle et a totalement disparu. Imaginez que ce qui a permis quand même à la France d'être un empire colonial incroyable a disparu. Il n'est absolument plus présent dans notre inconscient collectif, dans notre histoire, dans notre manière d'enseigner et d'informer.
c'est soit extrêmement naïf, soit extrêmement hypocrite, et dans tous les cas, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas correct, et ce n'est pas le reflet d'une réalité. Au contraire, pour vous donner un exemple tout simple, l'idée de ségrégation par exemple raciale qui fait sauter les uns et les autres, sans aller jusqu'à faire référence à des choses comme l'apartheid, on peut quand même observer une forme de distinction, si on ne veut pas utiliser les termes de ségrégation raciale, une forme de distinction en métropole, en tout cas en France, dans les capitales. Il y a des quartiers où il y a beaucoup plus quand même de population non blanche et des quartiers où il y a beaucoup plus de population blanche. C'est une réalité, c'est un fait qui est de toute manière également accepté par les personnes de bord politique qui disent que le racisme n'existe pas, que gna 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 gna. Là, ça, ils l'acceptent totalement pour au contraire l'utiliser à leur propre fin, c'est-à-dire de dire que ces quartiers craignent parce que c'est telle population qui y vit, qu'on peut pas leur faire confiance et que ceux-ci et qui sont là et qui sont pas civilisés, ils connaissent pas la République, blablabla. Bla bla. Bon, ça c'est de l'instrumentalisation totalement foireuse, douteuse et à vomir, mais la réalité c'est qu'il y a effectivement des quartiers où la population généralement est non blanche ou est plutôt blanche. Et quand vous observez ces quartiers, quand vous observez les niveaux sociaux, quand vous observez les classes sociales, quand vous observez je sais pas moi, les centres culturels qui y sont, l'urbanisme, quand vous observez l'accès à l'éducation, etc., vous vous rendez bien compte qu'il y a de fortes inégalités. Bon bah ça, c'est quand même, je dis pas que c'est la même chose que ce que l'on a fait par le passé en tant que France, mais ça reste quand même une marque, un fait qui prouve totalement, malheureusement, le rôle que joue encore la question raciale dans notre évolution en tant qu'individu en France. Pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que la race est une construction sociale, il faut bien comprendre que fermer les yeux sur le mot race, refuser d'utiliser le mot race, par exemple il a été supprimé de la Constitution il y a quelques mois, n'est pas une solution en soi. C'est pas parce que vous dites que le mot race vous fait mal au cœur parce que nous sommes tous l'espèce humaine que ça fera disparaître en fait les inégalités qui sont liées à votre couleur de peau, à votre accent, à votre type de cheveux, aux prétendus possibles et non possibles que les personnes attribuent à votre personne en fonction de votre couleur de peau. Tout cela ne disparaît pas parce qu'on a décidé de ne plus utiliser le mot race. Et vous n'êtes pas raciste parce que vous utilisez le mot race, ou vous n'êtes pas non raciste parce que vous refusez de l'utiliser. Si vous êtes un militant blanc ou non blanc et que vous utilisez le mot race pour en fait parler de racisme, parler de discrimination basée sur la couleur de peau des individus, vous n'êtes pas raciste. Vous ne faites pas en cela allégeance aux thèses raciales et aux thèses racistes qui sont apparues au courant du 18e, 19e siècle. Non, vous faites juste état d'une réalité sociale en France et dans la majeure partie des pays qui est que selon votre couleur de peau, vous serez jugé différemment, vous serez traité différemment. Et si vous refusez d'utiliser le mot race, mais que par ailleurs vous avez recours à d'autres terminologies et d'autres sémantiques pour marginaliser et discriminer des personnes parce qu'elles ne sont pas blanches ou parce qu'elles ne correspondent pas à une idée de la France, à une idée de la culture française que vous avez, vous êtes raciste. Par ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que bloquer à ce point sur l'utilisation de ce mot est à mon sens problématique car il permet à certaines personnes de rester confortablement dans leur idée que les races n'existent pas, donc le racisme n'existe pas, les discriminations raciales n'existent pas, la question raciale n'a pas sa place en France et ce sont des choses totalement futiles et inutiles. C'est également dangereux car à mon sens on s'aperçoit quand même assez facilement qu'en France il y a de moins en moins de personnes dans le monde politique qui sont à même de naviguer en fait entre les terminologies dans un aspect sociologique ou dans un aspect philosophique ou dans un aspect historique et de pouvoir organiser et agencer ces différents univers, j'ai envie de dire, ou ces différents milieux pour pouvoir être à même d'analyser une situation actuelle et de proposer des solutions ou en tout cas de dresser certains constats. C'est également à mon sens assez problématique parce que tout simplement c'est nier une parole, c'est-à-dire que la plupart du temps quand même le mot race ou le mot racisme ou le groupe nominal question raciale, etc. c'est moi en tout cas à chaque fois que je le vois c'est souvent utilisé
par des militants antiracistes. Et en fait, à partir du moment où vous jugez que tel vocabulaire ou tel lexique n'est pas acceptable alors qu'il est utilisé par des personnes qui revendiquent certaines choses derrière et certaines choses parce qu'elles sont concernées par cela, je trouve que c'est assez problématique et de manière générale, c'est très difficile de penser quelque chose, de réfléchir à quelque chose et de solutionner quelque chose si on n'a pas de mots pour désigner le problème ou pour désigner l'élément concerné ou pour désigner la thématique. Donc, buter à ce point sur la question du mot race, à mon sens, est problématique et la plupart du temps, de toute manière, extrêmement hypocrite. Une personne sur Twitter m'avait d'ailleurs orienté vers un article, il me semble, qui était assez intéressant et qui permet de faire un parallèle avec le mot ethnie. En réalité, le mot ethnie, qui a un passé, en tout cas quand même moins sulfureux, on va dire, que le mot race, ce mot ethnie est toutefois décrié par de nombreux ethnologues qui pensent que ce n'est pas vraiment pertinent, que ça n'apporte pas forcément quelque chose d'un point de vue réellement ethnologique, mais qui reconnaissent en fait sa pertinence, son utilité et son influence d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, en cela qu'il a été utilisé en fait pour pouvoir diviser et mieux régner à l'époque coloniale sur des pays où il y avait plusieurs ethnies. En tout cas, ce qui a été décrété comme étant plusieurs ethnies par les savants ou les explorateurs blancs qui sont venus dans ces pays. Pour finir, j'ai envie de renvoyer à deux auteurs américains. Le premier, enfin deux hommes en tout cas américains qui ont écrit, mais pas que, par exemple Martin Luther King qui n'a pas fait qu'écrire, mais qui a plus ou moins dans un de ses discours donner une clé à mon avis qui est importante et qu'il faut garder à l'esprit lorsque l'on est militant, c'est que si le vocable n'est pas parfait, il est toutefois nécessaire et utile ou pratique. Et je pense que c'est le point où l'on en est, en tout cas avec ce mot race, il n'est pas parfait, il ne peut pas faire l'unanimité, il peut toujours être quelque peu blessant et il sera toujours utilisé par d'autres personnes à mauvais escient, mais toutefois il est pratique et en tout cas à l'heure actuelle j'ai du mal à concevoir un autre mot qui permettent de réfléchir de la sorte à ces questions de racisme. Et l'autre auteur, c'est James Baldwin, qui dans The Fire Next Time dit très clairement que effectivement la race est une construction sociale et qu'elle existe en tant que construction sociale et qu'elle influence et détermine la vie pour ce qui concernait des personnes noires aux États-Unis d'une manière incroyable. On va finir cette vidéo avec les témoignages de quelques personnes qui ont bien voulu participer à mon appel à témoins. J'ai reçu la participation vidéo d'un jeune homme qui préfère rester anonyme et donc je me contenterai de retranscrire ce qu'il avait bien voulu me partager dans sa vidéo. C'est un jeune homme d'origine maghrébine en fait qui explique qu'il a quand même relativement du mal avec le mot race parce que pour lui il est trop imprécis et il s'appuie pour cela sur un exemple qui est extrêmement parlant et que j'ai envie de traiter dans une prochaine vidéo sur le terme de blanc. Qu'est-ce qu'être blanc? Est-ce que par exemple une personne d'origine arménienne ou est-ce que quelqu'un qui vient d'Albanie par exemple en France est considéré comme blanc? Et il est vrai que le terme race regroupe souvent des distinctions qui sont beaucoup trop générales et qui ne correspondent pas, en tout cas dans l'utilisation qu'en font la plupart des gens, à la réalité sociologique. Et c'est vrai que blanc, c'est quand même le terme qui le représente le plus parce que blanc ne fait pas vraiment uniquement référence à la couleur de peau, mais bien plutôt à un groupe justement social. Et je reviendrai sur ça dans une prochaine vidéo, je l'espère. On pourrait également faire de même avec l'idée de noir, parce que si vous êtes noir venant premièrement d'Afrique, ou si vous êtes noir venant par exemple des Antilles, vous ne serez pas perçu de la même façon, vous n'aurez peut-être pas vécu la même chose et votre intégration ou non-intégration en France n'est pas la même, étant donné que si vous venez des Antilles par exemple, vous êtes déjà français, donc logiquement dans la tête des Français, de vos compatriotes, le chemin est pas le même, mais il y a quand même cette idée que vous êtes noir, et il y a une discrimination, mais qui ne sera pas la même que celle que subira par exemple une personne venant directement d'un pays africain. Donc effectivement, ce qui a été soulevé par deux personnes qui ont participé à cet appel à témoins, c'est que le mot race regroupe souvent des réalités bien différentes sous un seul terme, et que c'est dommage parce que c'est une simplification justement de ces problématiques. Ensuite, je me permets de vous lire un mail assez court et qui explique également un autre point de vue. Pour ma part, en tant que personne racisée et qui est plutôt à cheval sur le racisme, utiliser le mot race, surtout lorsqu'on est antiraciste, revient à légitimiser l'idéologie du racisme. L'humanité est divisée en races et celles-ci sont hiérarchisées du plus supérieur et plus inférieur, c'est pourquoi je n'aime pas ce mot, mais paradoxalement, je peux comprendre pourquoi ne pas l'utiliser peut paraître hypocrite. Donc là encore, on a une personne qui se positionne assez différemment de moi, mais qui reconnaît effectivement l'hypocrisie qu'il y a derrière le refus d'utiliser ce mot-là. Ok, je continue avec un second message qui est un petit peu différent. Tout d'abord, merci de laisser la voix aux concernés, c'est normal.
Je vais tenter de répondre le plus justement possible à ta demande. De mon point de vue, le mot race ne m'a jamais semblé péjoratif, mais j'ai pu constater que c'est un terme qui a pu mettre mal à l'aise beaucoup de mes professeurs blanches, ou blanches, qui nous répétaient sans cesse que le concept de race n'existait pas, mot réservé pour les animaux, et elles n'arrivaient pas à concevoir le domaine social. Je perçois le mot race comme un concept social qui théorise la manière dont nous, personnes non blanches, sommes perçues par la société, ce qui englobe les clichés racistes ainsi que les discriminations dans des sphères comme l'éducation et l'embauche. À mes yeux, ce mécanisme de malaise illustre l'invisibilisation des discriminations raciales. Je ris encore jeune lorsque j'entends, et oui encore, le fameux « je ne vois pas les couleurs ». C'est une attitude extrêmement hypocrite je pense, et une manière de décrédibiliser la lutte antiraciste. Pendant longtemps, je ne me suis pas sentie assez racisée pour l'affirmer haut et fort. Je n'ai pas la peau très foncée par exemple, et je ne corresponds pas au stéréotype maghrébin de base. Ces dernières années cependant, en évoluant un peu plus dans le monde militant féministe et antiraciste, j'ai pu me réapproprier le mot et aujourd'hui je suis fière de me définir en tant que personne racisée. Cet adjectif fait écho à mon bagage culturel. J'espère que j'ai pu t'aider et il me tarde de voir ta vidéo. Je pense que ce message était extrêmement intéressant parce que premièrement d'une personne concernée mais également très riche. Et s'intéressant à plusieurs aspects que j'ai pu évoquer dans la vidéo. C'est un dernier témoignage écrit et je vous laisserai avec 2 témoignages vidéo. Bonjour, je t'écris pour répondre à ta story Instagram concernant ta volonté d'inclure le témoignage et la vie de personnes concernées au sujet de l'emploi du mot race qui suscite ma foi de grands débats. Le langage étant à l'origine de la pensée, je trouve ce questionnement plus qu'important. En effet, je suis d'origine kurde et l'emploi de ce terme pour diviser les hommes selon leurs origines m'a toujours irrité et même révolté. Bon, les humains. Je trouvais que ça ne faisait qu'alimenter la thèse raciste que de parler de race, d'une certaine division dans l'espèce humaine elle-même. Néanmoins, aujourd'hui, je suis plus qu'engagée dans la cause antiraciste et la cause identitaire du peuple auquel j'appartiens, soit le peuple kurde. De ce fait, selon moi, lorsqu'il s'agit de militantisme et d'une lutte, l'emploi de ce terme me semble important afin de souligner les discriminations dont nous sommes victimes. C'est un peu comme ceux qui refusent les étiquettes en général. Je pense que nous en avons aujourd'hui besoin afin d'étudier, d'analyser et de comprendre le phénomène du racisme ou d'autres causes, qui est historique et systémique certes, mais de nos jours plus que jamais sous-jacente et insinuante. Il faut selon moi poser le mot de race afin de diviser dans l'analyse pour ensuite mieux unir dans la pratique. Effectivement. De manière plus simple, il faut dire que chez les animaux c'est un peu pareil, nous parlons d'espèces que nous redivisons en races ensuite, on parle d'espèces humaines dans lesquelles il y a plusieurs races. C'est pourquoi mon avis ayant évolué sur l'emploi de ce terme, je le trouve dans un premier temps logique d'emploi et dans un second temps plus qu'important. Voilà donc mon avis, celle d'une personne directement concernée par le phénomène du racisme. Donc voilà, je pense que c'est un témoignage également très éclairant et qui reflète bien la réalité entre guillemets pratique de ce mot et le pourquoi de l'utilisation de ce mot pour beaucoup de personnes qui ne l'utilisent pas forcément parce qu'elles y adhèrent ou qui ne l'utilisent pas forcément parce que ça leur fait plaisir ou qu'elles trouvent que ce mot est beau et renvoie à quelque chose d'agréable, pas du tout, mais parce que c'est bien peut-être le mot le plus pratique. Voilà, je vous laisse avec 2 témoignages vidéo qui viendront compléter cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé tout en restant extrêmement respectueux. Je vous informe d'ores et déjà que, étant donné que d'autres personnes ont participé à cette vidéo, je serai beaucoup plus stricte dans la modération des commentaires parce qu'il est hors de question que qui que ce soit ayant accepté de participer à cette vidéo subisse des conséquences néfastes à cause de cela. Si vous aimez ce genre de contenu qui demande un peu plus de temps, qui demande un peu plus de recherche, etc., vous pouvez me soutenir sur Patreon avec 1$ ou 1€ par mois et vous avez accès à du contenu en plus. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux et sur Patreon si vous le voulez et je vous dis à la prochaine. Bye. Coucou Amy, je m'appelle Mélodie et je suis noire à l'évidence, d'origine antillaise. Alors je précise, c'est important et pas important en même temps. Il est évident que chaque personne a sa propre expérience en tant que personne noire, chaque personne noire donc, et qu'il y a un socle commun entre guillemets à tous les noirs, mais je pense aussi que la culture qu'on a joue un rôle, c'est-à-dire que chaque pays d'Afrique aura son expérience, un Antillais aura son expérience, un Afro-Américain aura son expérience, etc. Je n'emploie pas le mot race personnellement parce que c'est pas un mot que j'ai l'habitude d'employer. Je trouve d'autres mots de vocabulaire, en tout cas dans le vocabulaire que j'emploie et dans les discussions que j'ai pas besoin d'utiliser ce mot. Néanmoins, je pense que c'est un petit peu comme le mot négro que par exemple je vais utiliser affectueusement, je vais reclaim, je ne sais pas comment on dit en français. Je vais me réapproprier le mot pour m'adresser à quelqu'un qui est proche de moi, pour en faire un mot qui est affectueux, et sans faire de comparaisons qui ne sont pas
justifié. Je pense que dans le mot race, même si je ne crois pas au fait qu'il y ait des races dans le sens qu'utiliserait un raciste, je pense que pour faire avancer certains débats, le mot peut être utilisé et ça ne me choque pas du tout. La difficulté, c'est que, et c'est là que ça se rapproche du mot nigger, négro, etc., c'est que les personnes doivent savoir quand l'utiliser, doivent savoir dans quel contexte l'utiliser, et que souvent les gens ne veulent pas comprendre que c'est pas parce que une certaine personne ou un certain contexte valide l'utilisation du mot, que ça veut dire qu'elles aussi peuvent l'utiliser ou dans n'importe quel contexte. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais j'espère que ça peut t'aider. Voilà. Salut! Tout d'abord, merci beaucoup de traiter ce sujet, c'est vraiment super. Bon, j'ai pas une super belle tête et tout pour faire les vidéos, mais je tenais à rebondir sur le sujet pour me présenter un peu. Je suis Marielle, je suis issue d'une double culture française et togolaise par mes parents. Et je trouve ça important de ne pas minimiser, voire de ne pas supprimer le mot racisé parce que tout simplement, pour moi, c'est pas un mauvais mot, c'est pas une mauvaise chose que d'être d'être issu de l'immigration, d'être noir. Je sais que les gens au boulot, par exemple, n'osent jamais dire que je suis noire ou pour me décrire vont utiliser tous les adjectifs possibles sauf noir ou même des propres personnes de ma couleur vont dire black. Alors que non, moi je me sens noire et j'ai pas l'impression que ce soit un mot à part entière. J'ai pas l'impression que de parler de race ce soit mauvais non plus. Et j'ai l'impression qu'à toujours vouloir minimiser le fait, voire supprimer les différences, c'est ça qui crée le problème, alors que reconnaître que finalement moi je suis noire, j'ai des amis asiatiques et on a tous du coup nos forces et nos faiblesses. Pour prendre un exemple, je sais que moi j'adore voyager, j'adore la nourriture. Et bah, toute petite, j'allais régulièrement au Togo pour voir la famille, etc. Et c'était génial de découvrir une autre culture parce que finalement, je vais passer plus de temps dans ma vie en France qu'à l'étranger. Et même au niveau de la nourriture, le fait d'avoir une double culture, ça me permet de connaître plein de plats que d'autres amis ne connaissent pas. Et je fais peut-être un peu hors sujet, mais au quotidien, pour moi, je ne me considère pas seulement française, je ne me considère pas seulement togolaise, je ne me considère pas seulement comme noire, mais ça fait partie de qui je suis. Et bah, je ne suis pas pour la négation de ma différence, qui pour moi est une richesse. C'est un peu bateau, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui me permet d'être épanouie. Voilà. Bisous, désolée si j'ai pas amené de nouvelles idées, mais c'était mon ressenti.